Lorsqu'une personne dans un groupe décide de s'affirmer, ben, les rapports de force changent nécessairement et ça fait peur à tout le monde. J'ai toujours été impliqué dans des causes sociales de justice. J'ai travaillé longtemps dans le communautaire aussi pour aider des nouveaux arrivants à s'intégrer dans la société québécoise. J'ai travaillé à aider des jeunes universitaires à développer leur art rhétorique, leur capacité à parler puis d'écouter en société. Et quand j'étais en droit, j'ai aussi beaucoup aidé mes clients, même si c'était du droit des affaires, à démarrer des entreprises, à vraiment se réaliser eux-mêmes, réaliser leurs rêves. Donc j'ai toujours voulu développer le potentiel humain. Ma force, je pense, c'est pas vraiment de faire les choses pour les autres, c'est de leur donner des outils, les boîtes à outils pour qu'eux ils puissent se réaliser. Pour moi, la parole est une force les plus importantes dans notre société. La force de dire son opinion et de s'affirmer a beaucoup d'impact sur notre capacité à monter dans notre société. Mon objectif a toujours été de donner la parole à des gens qui ne l'avaient pas, et leur donner cette capacité à synthétiser leurs commentaires, synthétiser leurs pensées et faire en sorte que les gens puissent être convaincants. Beaucoup de personnes pensent que c'est ce qu'on sait qui fait la différence. C'est vrai, mais c'est pas suffisant. Surtout lorsqu'on est issu d'une minorité, il faut pouvoir s'affirmer, convaincre les autres. Et pour le faire, ça prend de la pratique. Donc c'est pour ça que j'ai développé mon art oratoire, que j'avais pas réussi à développer à l'université, parce qu'il n'y a pas vraiment de cours là-dessus. Peu importe le domaine d'études, moi je débattais avec des jeunes en génie, en sciences politiques ou même en médecine, et tous dans leur vie future vont devoir développer cette capacité-là, que ce soit personnel, professionnel ou simplement pour leurs intérêts aussi. Je pense que c'est une des forces qu'on doit développer et que notre système d'éducation ne nous permet pas de développer. On passe notre temps à écrire, à écouter les profs et à répondre à des questions, mais sans pouvoir vraiment donner d'aspect créatif et de perspective personnelle dans nos questions. Et ça fait 4 ans que je suis investi en politique pour justement le Parti libéral du Canada. Je siège dans une association de comté comme secrétaire et lors des élections, j'ai vraiment eu un rôle de terrain. D'abord, avoir suffisamment d'argent, donc une question de financement, trouver de l'argent, trouver des donateurs, convaincre des gens à prendre cette cause-là. Et au moment de la campagne, c'est vraiment une question d'organisation puis de terrain. Donc personnellement, mon rôle était un peu plus reculé. J'ai pas pu m'impliquer totalement dans la campagne tous les jours parce que c'est du bénévolat et il faut le faire lorsqu'on peut. Mais avec le travail de préparation qu'on avait, puis le financement qu'on a réussi à avoir, je pense qu'on a réussi à avoir une très bonne campagne et actuellement, je continue à m'impliquer pour la prochaine campagne parce que, comme vous savez, on est en gouvernement minoritaire. N'importe quand les élections peuvent être déclenchées, donc il faut qu'on soit toujours prêt. J'ai aussi donné mon visage à la campagne. On m'a demandé de faire des publicités pour le parti. Donc, on a créé des histoires individualisées sur des Canadiens. Et moi, j'ai eu la chance d'être un de ces Canadiens-là pour dire pourquoi je m'implique en politique. Pas juste pour le Parti libéral du Canada, mais en général, pour les questions de justice sociale, pour les questions d'assurer que mon prochain puisse avoir les mêmes opportunités que moi j'ai pu avoir. C'est pas suffisant d'aller juste voter pour moi. Je pense qu'il faut s'investir dans les causes pour lesquelles on croit, sans nécessairement prendre tout le parti d'une manière idéologique ou bien d'une manière
dogmatique, mais peser le pour et le contre et choisir le parti qui nous représente le plus. Une fois que c'est fait, donner un peu plus que juste un vote. Avoir une implication continue et constante. Lors des campagnes, oui, elle est même mise de l'avant beaucoup. On veut montrer la plus belle image. Une campagne, c'est une photo de famille. Donc, on essaye de montrer la plus belle diversité possible, montrer le plus beau côté du Canada, puis celui qu'on veut créer aussi. Donc, une campagne, c'est une promesse qu'on fait à la société. Le Parti libéral est justement ce parti qui donne le plus de place à ces diversités-là pour montrer le Canada qu'il est aujourd'hui, mais celui qu'on veut créer demain. Donc, je pense que oui, il y a assez de représentation pendant les campagnes électorales, c'est ça. C'est une très bonne question. Je pense que les partis politiques font du marketing comme n'importe quelle compagnie. Donc, elles veulent montrer un message. Celui de la diversité est très important à cause du pays dans lequel on vit. Le Canada est un pays très diversifié d'immigrants. Donc, on veut montrer le plus beau côté aussi et dire qu'on donne la place à tous. En réalité, je ne peux pas dire qu'on est utilisé. Les minorités ne sont pas utilisées. C'est à elles aussi, une fois que les campagnes sont déclenchées, de mettre de négocier aussi leur place par leur voix. Tout à l'heure, je parlais de la voix qui ne s'affiche pas, mais justement, je pense que la politique est un jeu d'intérêt. Et chaque groupe essaye de prendre de plus en plus de force. Donc, c'est à nous aussi, une fois que ces campagnes-là sont faites, de continuer le travail de mobilisation pour convaincre nos dirigeants à l'intérieur des partis que nos enjeux sont devraient être mis de l'avant, devraient être priorisés. Les partis voudraient résoudre le problème de tout le monde, mais la réalité est que certaines priorités doivent être mises de l'avant. Assurons-nous que nos priorités, celles qui nous importent le plus, soient celles qui soient mises de l'avant. Toute personne pense qu'il représente une forme de diversité. Donc, les personnes qui composent un parti se voient souvent marginalisées. Et cette question-là peut être une question d'apparence ou de fait. Beaucoup sont des questions d'apparence, alors qu'il y a des groupes qui sont réellement marginalisés. Les partis ne définissent pas la diversité de la même manière. Et ça peut créer des clashs à l'intérieur des partis. Il y a de la diversité dans tous les partis, mais le message qui sort va être différent, parce qu'ils doivent avoir un message différent pour convaincre différentes parties de la population. Donc, je pense qu'il y a cette différence-là. Le clash ne vient pas, selon moi, du manque du fait que les définitions sont différentes, mais du fait que les personnes ne se parlent pas entre les partis. Donc, je pense que chacun voit sa position comme fermée et rentre en processus de confrontation avec un autre parti, alors qu'une démocratie, c'est une discussion aussi. C'est sûr que le jour du vote, certains messages vont passer plus que d'autres, mais c'est pas parce que notre message n'est pas passé qu'on doit nécessairement se couper de la société et faire de l'apathie politique. Je pense qu'un travail de terrain beaucoup plus continu va avoir beaucoup plus d'impact que d'être en confrontation ou bien de simplement faire des commentaires sur les médias sociaux. Chaque personne se voit comme une partie de la diversité et ne discute pas au fond. Il n'y a pas de dialogue actuellement. Très peu de dialogue. Lorsqu'un enjeu racial sort, on voit des extrêmes qui se composent et les gens vont essayer de crier le plus fort possible. Alors que c'est souvent des opportunités pour avoir des dialogues entre les différents groupes. Actuellement, on essaye de couvrir beaucoup d'enjeux, d'aspects qui sont moins glorieux de notre histoire canadienne. Malgré que la société change, beaucoup de personnes de la diversité qui ont eu de la marginalisation de faits historiques
prennent leur voix et s'affichent. Et ça fait peur. Parce que ça change, ça déstabilise les fondements de notre société. Lorsqu'une personne dans un groupe décide de s'affirmer, ben, les rapports de force changent nécessairement. Et ça fait peur à tout le monde, dans un sens. Parce que personne ne sait. C'est l'incertitude de ne pas savoir à quoi notre société va ressembler plus tard qui fait le plus peur que le fait que cette personne-là parle maintenant. Parce que les gens ont peur du changement. Et c'est normal. Ben, actuellement, je pense qu'un des enjeux qui est le moins adressé, c'est celui de la quatrième révolution industrielle qui s'amène. Actuellement, on est dans une société où les gens se battent pour leur travail parce que certains vont dire que leur job est volé par des immigrants ou que les entreprises se délocalisent et vont développer leurs produits dans des pays du tiers-monde. Alors que la vraie menace qu'on n'adresse pas actuellement, c'est le fait que beaucoup de jobs, beaucoup d'emplois vont être automatisés dans les 10, 15, 20 prochaines années. Ces travails-là sont délocalisés, sont volés par des immigrants. Ça, les gens peuvent le comprendre. Lorsque j'essaie d'expliquer aux gens que ça ne sert à rien de se battre nécessairement pour ces jobs-là, c'est important, oui, pour réavoir ce travail-là. Ce qui est encore plus dangereux, c'est lorsque ce travail-là va être fait par des machines, de l'intelligence artificielle et que ça va être tout est automatisé. Où est la place de l'humain dans cette nouvelle économie? Elle est incertaine et on devrait passer beaucoup plus de temps à essayer de comprendre qu'est-ce que nous on va faire de notre temps lorsque notre travail va être automatisé. Je parle pas nécessairement juste de chauffeurs de taxi ou bien de chauffeurs de camions. Je parle de médecins, d'avocats, de comptables, des jobs qui nécessitent beaucoup de connaissances, beaucoup de capacités de computation, puis de réflexion et de mémoire qui peuvent être actuellement automatisés. Donc ça crée un sentiment d'incertitude parce que les gens ne le réalisent pas encore. Mais ma peur, c'est qu'on ne se prépare pas suffisamment lorsque ces technologies vont être suffisamment développées pour vraiment menacer le travail quotidien des humains. Beaucoup de pans de notre société nécessitent les humains, les travailleurs donnent leur temps, donnent leur main-d'œuvre, donnent leur cerveau pour un employeur. Actuellement, ça fonctionne parce que beaucoup de jobs sont facilités, ont besoin du cerveau humain, de la dextérité humaine pour être faite. Actuellement, on a des technologies qui se développent, on a des robots qui développent la même dextérité ou même plus que celle des humains, ou une capacité de traiter l'information qui est plus grande. Regardez Uber actuellement. On en parle comme si c'était juste une économie de marché qui se fait. Les applications mobiles permettent aux personnes normales de devenir des chauffeurs de taxi. Et grâce à la technologie, tout le processus industriel qu'on a développé pour gérer l'industrie du taxi n'est plus nécessaire. Uber, Amazon vont petit à petit remplacer les chauffeurs humains par des automobiles qui fonctionnent par elles-mêmes. Et qu'est-ce qu'on fait avec les chauffeurs de taxi? Qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui travaillent dans les McDonald's? Qu'est-ce qu'on fait avec les avocats, les ingénieurs qui, eux, ont toujours donné leur temps et qui ont toujours utilisé la technologie pour mieux faire leur travail? Maintenant, cette technologie-là peut remplacer leur travail. Et c'est ce qui me fait peur beaucoup. Et ce qui me fait beaucoup peur, c'est que pour la diversité, pour les minorités qui ont toujours été marginalisées, traditionnellement, lorsqu'on a ces grands changements industriels-là, notre cause n'est pas nécessairement la plus... on est les moins bien placés pour tirer profit de ces changements industriels-là.